Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus pour cette présentation. Euh, donc, pendant une bonne demi-heure, je vais présenter un peu les résultats que j'ai obtenus pour ce projet séchoir solaire. Ensuite, il y aura un petit moment de questions-réponses, mais on va essayer de le faire assez court, comme ça on va pouvoir aller rapidement voir les séchoirs avant qu'il fasse noir. Et les autres questions qui sont moins en lien avec la présentation pourront être posées au niveau des séchoirs. Euh, donc voilà, donc ce projet, il est dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, donc de 2022 à 2024. Il est porté par la coopérative Les Copains des Bois. Et c'est un projet de recherche qui s'étale sur 2 ans. Il a commencé en janvier 2023 et il se terminera ici en décembre. L'Université de Liège, Jean Blou, est partenaire scientifique du projet. Et l'objectif de ce projet était de réaliser une recherche sur le séchage intermittent des essences feuillues wallonnes avec la construction d'un prototype de séchoir solaire. Alors, quand je suis arrivé en octobre, donc le projet avait déjà commencé normalement depuis une dizaine de mois. Seulement, il y avait un problème, comme il n'y a pas eu de recrutement de chercheurs avant, le projet avait 6 mois de retard quand je suis arrivé. Donc en gros, avant juin 2023, absolument rien n'avait été fait. Et en juin, les porteurs du projet ont construit un prototype de séchoir solaire, que vous voyez ici. Et Tom DeMille avait commencé un premier test de séchage un peu dans l'urgence pour ne pas perdre cette fenêtre de séchage de l'été 2023. Et donc simplement, ces deux choses-là avaient été réalisées quand je suis venu. Et donc assez rapidement, on a redéfini les objectifs avec les porteurs du projet. Et ces objectifs ont été traduits en 6 délivrables. Le premier, c'est un état de l'art sur le séchage solaire et sur la pratique du séchage de manière plus générale. Le deuxième délivrable, c'est la faisabilité du séchage solaire dans les conditions climatiques de Wallonie. Est-ce que c'est faisable en Wallonie de sécher du bois juste avec l'énergie solaire? Le troisième délivrable, c'est tout ce qui reprend les expérimentations, donc les essais de séchage. En quatrième délivrable, c'est toutes les bonnes pratiques pour le séchage dans un séchoir solaire, comme c'est quelque chose d'assez innovant, on ne sait pas encore trop comment il faut sécher, comment efficacement conduire les séchoirs. Et donc, c'était sur base de notre expérience, rassembler tout ce qu'il faut faire pour avoir un bon séchage. Le cinquième délivrable, c'est le prototypage. Donc là, c'était tout ce qui rassemblait le design et la construction des prototypes. Et en sixième délivrable, une étude technico-économique pour déterminer dans quelle mesure ça peut être intéressant même économiquement. Alors, donc pour l'état de l'art, les objectifs principaux étaient d'identifier tous les éléments nécessaires pour un bon séchage. Donc savoir tous les éléments qui doivent être respectés pour obtenir un séchage de qualité. Ensuite, situer le séchage solaire parmi les autres procédés, donc identifier les points forts et faiblesses de tous les autres procédés pour voir où on peut se situer, quels sont nos avantages, quels sont nos inconvénients. Et enfin, rassembler toutes les informations nécessaires pour concevoir des prototypes qui soient les plus fonctionnels possibles et déterminer tout ce qui est ordre de temps de séchage, qualité, coût, pour les séchoirs solaires d'autres chercheurs et pouvoir comparer nos propres résultats avec ce qui se trouve dans la littérature. Alors, je vous propose directement de voir ensemble le prototypage, tout ce qui a été fait pour la conception et la construction des prototypes. Donc ici sur la gauche, on a le prototype qui avait été construit au début par la société coopérative, et sur la droite, on a sa version améliorée, donc ce prototype est en version 2 actuellement. Et concrètement, ce qui a été fait, c'est une amélioration au niveau du capteur, donc pour avoir un meilleur rendement de conversion de la radiation solaire en chaleur. Donc ici sur la gauche, vous voyez la plaque en polycarbonate, qui est simplement le matériau transparent qui vient fermer le séchoir. Et en rouge, schématisé ici, l'absorbeur. Donc là, ce sont des tôles en aluminium qui sont peintes en noir. Et quand le soleil vient toucher cette tôle, elle chauffe. Et alors, cet air chaud, il va circuler dans le séchoir en circulation interne, donc. Et donc, les ventilateurs axiaux ici vont faire circuler l'air, qui va se réchauffer au contact de l'absorbeur, passer dans les piles de bois, et ensuite revenir ici en haut. Et si besoin, si l'air est trop humide, un hygrostat commande d'ouverture de clapet pour faire entrer du nouvel air et faire sortir l'air qui est trop humide. Ensuite, on a installé une ventilation qui était en accord avec la capacité du séchage. Donc, on a identifié toutes les contraintes, les paires de charge, la température maximale, l'humidité maximale et tout ça pour avoir une ventilation qui est adaptée et qui est suffisante compte tenu des objectifs. On a également installé donc des clapets et un hygrostat, comme j'ai expliqué, pour pouvoir renouveler l'air si besoin. Et donc, ces clapets, ils se trouvent ici en haut. Ça, c'est des clapets qui sont contrôlables, qui vont s'ouvrir ou se fermer sur base des consignes de l'hygrostat. Et en dessous, ici, ce sont des clapets, des simples clapets anti-retour. Et donc, si du nouvel air rentre par ici en haut, l'excédent d'air va ressortir par ici en bas pour pouvoir contrôler le taux d'humidité dans le séchoir. Et enfin, on a installé une structure métallique sous le séchoir pour le rendre mobile. Donc ici, on voit un déplacement avec un Manitou.
Donc le Manitou peut simplement venir avec, avec ses dents, disons, et lever le séchoir et le déplacer sur des courtes distances. Donc en conclusion, ce premier prototype, c'est un séchoir solaire de type 1, c'est-à-dire que le capteur solaire est intégré directement dans le séchoir, d'une capacité d'1,5 m3 environ, et avec un rapport capteur sur capacité de 9 m² par mètre cube. Ensuite, on a designé et construit un second prototype, un prototype de type 2 ici, donc c'est-à-dire que l'unité de séchage est découplée du capteur solaire. Donc on voit très bien l'unité de séchage qui a été faite ici dans le conteneur maritime, et sur la gauche, le capteur solaire, qui est donc à part et qui est relié à l'unité de séchage par des conduits. Le capteur solaire est ici avec une inclinaison variable, donc on peut l'incliner plus ou moins fortement en fonction de la saison pour maximiser l'apport de chaleur. Et donc ici, on a une capacité de 5 m3 environ, donc c'est quand même plus conséquent que le premier. Un chargement qui se fait par wagonnette sur rail, donc on a ici un système de rail mobile qui peut venir s'attacher au séchoir, et un wagonnet qui peut donc passer du séchoir à l'extérieur du séchoir, comme ça, ce qui nous permet de venir avec un Clark charger directement les palettes sur le wagonnet, et puis pousser le tout dans le séchoir. Ici, pour ce prototype-ci, le rapport capteur sur capacité de 4 m² par mètre cube. Donc c'est un peu plus petit, mais c'est suffisant selon la littérature. Et le principe de fonctionnement est exactement le même que pour le premier, c'est-à-dire qu'on a des ventilateurs qui sont au-dessus de la pile de bois, qui vont faire circuler l'air au sein de la pile de bois, et une partie de cet air va sortir pour passer dans le capteur, être réchauffé et revenir en haut dans le séchoir. Alors passons maintenant à l'analyse des conditions de température et d'humidité relative de l'air dans les séchoirs. Donc ici, c'est sur toute une année, ce sont des moyennes hebdomadaires, donc par semaine, pour la température de l'air à l'intérieur du séchoir 1 et à l'extérieur. Donc en rouge ici, on a la température moyenne dans le séchoir 1. En gris, c'est l'enveloppe de température. Donc si on prend par exemple, ici pour le mois d'avril, ça veut dire qu'en moyenne, on a 25 degrés, donc ça reprend le jour et la nuit. Mais que la température maximale durant cette semaine a été de 45 degrés environ, et la température minimale a été de 15 degrés. En bleu, c'est la température à l'extérieur, et donc ce qu'on remarque, c'est que globalement, sur l'année, on a une différence de 10 à 15 degrés entre l'intérieur et l'extérieur du séchoir. Ça, c'est valable 8 mois sur 12. Pour 4 mois sur l'année, la différence de température est très peu marquée. Donc c'est les mois de novembre, décembre, janvier, février. Cette tendance, elle se retrouve aussi pour l'humidité relative de l'air. Donc là, c'est le contenu en eau dans l'air par rapport à ce que l'air pourrait contenir au maximum. Et ce qu'on remarque, c'est que pendant 8 mois sur 12, on a une différence qui est de l'ordre de 35 à 40% environ. Pendant les 4 mois d'hiver, là, disons qu'on a une différence qui est beaucoup moins marquée. Et alors, bien sûr, cette humidité relative, elle monte en fonction de ce qui se passe dans le séchoir. Si, par exemple, en 3, on charge tout un chargement de chêne, ce chêne est humide puisqu'il doit être séché, et donc forcément, il va falloir de l'humidité, ce qui va faire que l'humidité dans le séchoir va augmenter. Mais cette humidité redescend très vite, et donc on retrouve ces différences de 35 à 40%. Alors, ce graphe-ci, il reprend les données de température et d'humidité relative de l'air. Si je prends ici une planche, par exemple, c'est une petite planche de chêne, et que je la mets dans l'auditoire, dans cet auditoire, il fait, disons, X% d'humidité relative et Y degrés Celsius, ça veut dire que dans quelques jours ou quelques semaines, la planche ici, elle va perdre ou gagner de l'humidité pour se mettre à l'équilibre avec ces conditions. Et donc, à partir des conditions de température et d'humidité relative de l'air, on peut déterminer, avec une équation, quel est le taux d'humidité d'équilibre du bois. Donc, si on laisse du bois dans ces conditions, qui ne bougent pas, à quel taux d'humidité ils vont se stabiliser. Et ce qu'on remarque, c'est que, excepté pour cette période novembre, décembre, janvier, février, le taux d'humidité moyen d'équilibre est toujours, à part quand on charge du bois, bien sûr, en dessous de 10%. Ce qui montre bien qu'avec un objectif de séchage de 10%, ce qui est donc suffisant pour une utilisation en menuiserie intérieure, on peut sécher le bois en Wallonie pendant 8 mois sur 12. Pendant 4 mois, on ne descend pas à 10%, et donc le séchage ne peut pas se faire, mais les séchoirs peuvent être utilisés pour un ressuyage. Donc par ressuyage, j'entends simplement une diminution du taux d'humidité. Puisque si on a par exemple ici un taux d'humidité d'équilibre de 17-18%, si on met du bois à 50% dans le séchoir, ils vont quand même perdre l'euro jusqu'à atteindre 17%. Et donc on peut, pendant cette période, charger du bois dans le séchoir, l'humidité va diminuer, même si on ne sait pas atteindre le taux d'humidité désiré,
on fait quand même quelque chose qui est utile puisque le séchage sera beaucoup plus rapide par après. Alors ici, c'est un simple graphe qui va nous montrer en fait que la température, et c'est tout à fait logique, est directement liée au rayonnement solaire incident. Donc en noir, on a l'évolution de la température tout au long d'une année, et en bleu, le rayonnement solaire incident, et on remarque que les deux courbes se superposent tout à fait. Pareil pour le séchoir 2. Donc là, on a encore peu de recul puisque ce séchoir a été construit seulement au mois de juillet. Mais on observe de la même manière une différence de 10 à 15 degrés Celsius entre l'intérieur et l'extérieur du séchoir. Pour l'humidité relative de l'air, pareil, de nouveau une différence de 30 à 40%, excepté lors des événements un peu spéciaux, par exemple le chargement du chêne. Et en remettant ces données ensemble, pour obtenir le taux d'humidité disponible, on observe la même chose, c'est-à-dire que à partir de mi-octobre, fin octobre, on ne redescend pas en dessous de 10%, et donc à partir de ces dates-là, le séchoir ne sait plus tout seul sécher le bois jusqu'à 10%. Donc, en résumé de tout ceci, le séchage solaire en Wallonie, sans apport additionnel d'énergie, est possible au moins 8 mois sur 12. Et pendant les 4 mois où le séchage n'est pas possible, on peut faire un vrai suave. Le facteur le plus important, ce n'est pas la température comme on pourrait penser peut-être au début, mais c'est bien l'humidité relative de l'air, puisque c'est ça qui a un fort impact dans le taux d'humidité d'équilibre. Et que si on compare les deux séchoirs, le premier, le séchoir solaire de type 1, a un meilleur rendement thermique, et donc une saison de séchage prolongée, puisqu'en fait, dans ce séchoir, si le séchoir 2, il y a une perte thermique qui se fait au niveau des conduits. Si les deux, le capteur solaire est directement intégré dans l'unité de séchage, il n'y a pas ces pertes thermiques, et donc on a un meilleur rendement. Le format ici, type 1, est plus compact et facilement déplaçable, mais il est limité en taille, puisque si on souhaite augmenter la taille de ce séchoir, on va devoir l'augmenter tout logiquement de manière cubique, disons. Donc ça veut dire qu'à un moment, on aura un capteur qui sera trop petit par rapport à la quantité de bois qu'il y aura dedans, et donc il ne chauffera plus assez. Le séchoir 2, par contre, la taille du capteur, on peut l'augmenter infiniment, disons, virtuellement. Et donc, on pourrait, par exemple, envisager d'avoir une cellule de séchage qui est importante, d'un format cubique, et un capteur solaire qui occupe l'entièreté d'une toiture chez un scieur. Et donc ça, c'est un format qui serait, en tout cas, plus intéressant pour les scieries, puisque là, il n'y a pas de limite de taille, et ce format permet également une meilleure régulation. Dans ce séchoir-là, s'il fait trop chaud, je viens simplement couper l'arrivée d'air chaud pour éviter que la température n'augmente de manière trop importante. Ici, c'est plus compliqué. Alors passons maintenant à la partie centrale, donc les essais de séchage qui ont été réalisés. Mais avant ça, je vais passer sur quelques notions préliminaires pour être sûr que vous comprenez bien tout ce qui suit. Donc j'ai parlé déjà du taux d'humidité, je vais encore en parler pas mal. Le taux d'humidité, on le détermine classiquement en prenant une petite éprouvette ici. Donc on vient couper comme cela dans la planche. Cette éprouvette, je vais la peser telle quelle, ce qui va me donner donc le total de la masse de bois et de la masse d'eau qu'il y a dans le bois. Ensuite, je viens la mettre dans une écuve à 103 degrés jusqu'à ce que toute l'eau soit sortie. Je repèse mon éprouvette et en faisant le rapport des deux masses, je peux obtenir la masse d'eau qu'il y avait dans le bois et donc le taux d'humidité. Les contraintes internes, ça c'est simplement lié au fait que lorsque le bois sèche, l'humidité elle va d'abord sortir par la surface, c'est normal. Si je mets cette planche dans un séchoir, l'humidité elle va s'évacuer par le haut et par le bas ici. Ce qui veut dire que le centre de la planche sera toujours un peu plus humide que la surface. Donc en séchant, il va se développer des contraintes internes qui peuvent être déterminées de deux manières, soit en faisant ce qu'on appelle un slicing test. Donc là, on vient aussi prélever une éprouvette transversalement comme ça dans la planche, on la coupe en deux, et ensuite on va mesurer l'écart qu'il y a entre les deux parties quand on les remet ensemble, et cet écart divisé par la largeur va nous donner un rapport qui nous permettra d'évaluer les contraintes internes. Une autre manière de faire, c'est de faire un test de la fourchette. Donc là, pareil, on prend une éprouvette transversalement, on vient retirer la partie centrale, et en voyant comment bougent les dents de la fourchette, on va savoir s'il y a plus ou moins de contraintes internes. Ici, on remarque que les dents restent assez droites, ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop de contraintes internes, voire pas du tout. Par contre, ici, les dents sont venues se toucher, ce qui veut dire qu'il y a des contraintes internes. Ici, c'est l'inverse. Là, les dents sont parties sur le côté, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle en anglais reverse case hardening, ça veut dire que les surfaces ont été trop réhumidifiées à la fin, et donc ça a produit l'effet inverse.
Alors, donc le gradient de taux d'humidité dans l'épaisseur, c'est simplement voir si le taux d'humidité est homogène ou pas dans l'épaisseur de la planche. Et pour ce faire, on vient simplement découper dans l'épaisseur aussi une éprouvette. Je viens considérer ici que ces deux petites éprouvettes, enfin ces deux petites lamelles, c'est la surface, l'extérieur, ça c'est le centre. Je viens évaluer le taux d'humidité de ceci et de ceci séparément, et je compare les deux. Si c'est la même chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de gradient de taux d'humidité. Si c'est différent, ça veut dire qu'il y a un gradient. Alors, contrainte interne et gradient de taux d'humidité, c'est important pour évaluer la qualité du séchage. Et si il y a des contraintes internes et s'il y a un gradient, on peut agir pour essayer de diminuer les contraintes internes, de diminuer le gradient par deux étapes qu'on appelle égalisation et conditionnement. En gros, quand on va sécher du bois, on va diminuer le taux d'humidité du bois jusqu'à une certaine valeur. Et ensuite, à la fin du séchage, on peut réhumidifier un peu ce bois. Et par exemple, si on se dit que à la fin du séchage, on veut 10% que le cœur de la planche est à 11 et que la surface est à 9, eh bien, on va essayer de réhumidifier un peu le bois pour tout remettre au même taux d'humidité. Et donc, en gros, ce sont deux étapes qui permettent de résoudre ce problème de gradient et de libérer les contraintes. Alors, pour le premier test qui a été fait sur le frêne, donc ça, c'est le chargement que M. Demille avait fait. Donc, comme c'était un travail dans l'urgence, c'était juste pour évaluer si c'était faisable de sécher le bois dès cette période-là. Il n'y a pas eu d'évaluation de la qualité avant séchage, c'est problématique, étant donné que ce qu'on veut, c'est voir si la qualité est bonne après séchage. Et donc, pour savoir ça, il faut évaluer aussi la qualité avant séchage. Donc ici, on a simplement pu dire que le taux d'humidité moyen a été descendu en 10 semaines de 47% à 9,4, ce qui est sous la barre de 10%, et donc qui confirme qu'on peut effectivement sécher le bois. Il y avait, après séchage, une faible hétérogénéité du taux d'humidité entre les planches, c'est-à-dire qu'elles avaient toutes plus ou moins le même taux d'humidité, et au sein des planches. Il indique donc que le gradient de taux d'humidité était faible. Il y avait par contre une présence de légères contraintes résiduelles et une présence importante de fente, mais comme c'était le prototype en version basique, il n'y avait aucune régulation de séchage, on ne savait pas limiter la température et limiter la chute de l'humidité relative. Et donc les conditions étaient beaucoup trop drastiques, donc c'est tout à fait normal qu'on ait eu ces défauts. Et donc ces résultats, on les a considérés comme encourageants. Ensuite, le second test, il a été également réalisé sur du frêne. Donc quand j'ai récupéré ce frêne, il avait été stocké dans un état qui n'était pas du tout adapté, et donc on s'est retrouvé initialement avec des grosses différences de taux d'humidité. La planche la plus sèche était à 19% et la plus humide à 51%. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ce frêne dans nos séchoirs pendant l'hiver. Comme ça, on a pu avoir un ressuyage et repasser toutes les planches à 20% environ. Et donc, on a homogénéisé le taux d'humidité de toutes ces planches, ce qui nous a permis, à partir du mois de mars, de faire un séchage de 20% à 7,7%. Et donc, le fait d'avoir remis toutes ces planches à 20% environ, ça nous a facilité la suite, enfin, le séchage par la suite, puisque au plus le taux d'humidité est homogène entre toutes les planches du chargement, au plus ce sera facile d'amener toutes les planches ensemble au même taux d'humidité. Et donc ce chargement a été séché pendant 2 mois du début d'année, disons, malgré des conditions météo très défavorables. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin de l'hiver et du début du printemps, il n'était pas beau du tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors le gradient de taux d'humidité dans l'épaisseur était assez faible. Donc on remarque ici sur ce graphique qui représente une planche dans l'épaisseur, que le cœur était toujours un petit peu plus humide, l'humidité ici sur l'axe des X, que la surface, mais que ce gradient ne dépassait jamais 1%. Et quand le gradient est inférieur à 1%, on peut considérer que c'est bon. Et ces résultats-là sont sans étape d'égalisation ni de conditionnement. On a obtenu ces résultats sans même essayer d'améliorer les choses. Donc peut-être qu'avec ces étapes-là en plus, on aurait pu encore avoir des résultats meilleurs. Au niveau des contraintes internes, pareil, on a un rapport de 1%. Ça veut dire que si, sur mon slicing test ici, ça fait 10 cm de largeur, ça veut dire qu'il y a moins d'1 millimètre d'écart entre les planches. Donc ça veut dire très peu de contraintes internes. De nouveau, sans égalisation ni conditionnement. Et donc, en accord avec la norme, puisque tout ça est normalisé, on peut tirer la conclusion que le séchage était de qualité. Or, le prototype était encore en sa version basique, donc avec une ventilation qui n'était pas adaptée, aucune régulation possible. Par ailleurs, il n'y a eu aucune apparition de fente, aucune pourriture ou aucune décoloration due au séchage, sauf quelques traces de latte. Et donc, tous ces résultats sont très encourageants.
Pour le troisième test de séchage, on est passé sur du peuplier. Et donc, ce peuplier a été abattu en automne 2023, scié en mai 2024. À cette époque-là, le taux d'humidité était de 126%. Donc c'est énorme, ça veut dire que imaginons qu'ici, ça c'est une planche de peuplier, 126%, ça veut dire que plus de la moitié de la masse, c'est de l'eau. Parce qu'on est au-dessus de 100%. Et cette eau a été en bonne partie éliminée par un ressuyage pendant 2 mois, mis comme ça à l'extérieur. Donc là, on est passé à 15,3%, donc c'est une belle chute du taux d'humidité, et c'est normal puisque le peuplier est une essence qui perd assez facilement sous l'eau. Et ensuite, le peuplier a été chargé dans les séchoirs, 2 tiers dans le séchoir 2 et 1 tiers dans le séchoir 1, pour avoir un remplissage qui est similaire. Et début août, en une dizaine de jours, on est passé de 15% à environ 7% dans le séchoir 1 et 8,5% dans le séchoir 2. Donc de nouveau bien en dessous de la barre de 10%. Donc un séchage qui est tout à fait faisable. Et de nouveau un faible gradient de taux d'humidité dans l'épaisseur, inférieur à 1% pour toutes les planches de l'échantillon. Peu de contraintes internes, donc pratiquement toutes les contraintes internes, toutes les planches en dessous de 1%, sans égalisation du conditionnement de nouveau. Et donc de nouveau, en accord avec la norme, le séchage est un séchage de qualité. Par ailleurs, il n'y a eu aucune apparition de gerces, de fentes, de collapse, donc pas de nouvelles fentes internes non plus, pas de fentes, pas d'agrandissement des fentes existantes, pratiquement aucune décoloration ou tache de latte, en tout cas rien qui reste après rabotage, aucune pourriture et une légère dégradation pour les déformations, mais par contre une amélioration pour le gauchissement, donc c'est le défaut qui peut considérer comme le plus problématique. Et donc toutes ces informations ensemble sont encore des résultats qui sont encourageants pour la suite du projet. Pour le dernier essai de séchage, donc sur le chêne, ça constitue l'aboutissement de nos essais de séchage. 8 mètres cubes d'avivé ont été livrés, prêtés par la série Keway. Donc ces 8 mètres cubes nous permettaient de remplir nos 2 séchoirs à leur pleine capacité, et en plus d'avoir une palette en plus pour un séchage artificiel. Donc Benoît Jauré au CRA dispose d'un séchoir artificiel. Et donc l'idée là, c'était de faire un séchage dans le séchoir 1, un séchage dans le séchoir 2, et ensuite un séchoir dans le séchoir artificiel pour pouvoir comparer les séchoirs solaires par rapport aux séchoirs artificiels. Et donc ici, sur ce graphique, on peut voir l'évolution du taux d'humidité dans le temps, donc en fonction du nombre de jours après le début du séchage. On remarque que pour le séchoir 1, donc séchoir 1, c'est les courbes en gris, séchoir 2, c'est les courbes en noir. On remarque que pour le séchoir 1, le taux d'humidité est passé de 18 à 9% en 16 jours, donc c'est très rapide. Pour le séchoir 2, les 9% n'ont été atteints qu'à plus de 45 jours après le début du séchage, donc on pourrait dire 2 fois plus de temps que pour le séchoir 1. Mais il faut garder à l'esprit quand même que la météo n'est plus la même à cette période-ci de l'année qu'à cette période-ci, et donc on ne peut pas non plus vraiment considérer que le séchoir 2 est plus de 2 fois plus lent que le séchoir 1. Et au niveau de la qualité maintenant, donc, le taux d'humidité initial du bois qui a été chargé dans le séchoir 1 était de 17%. À l'évaluation intermédiaire, donc l'évaluation intermédiaire, c'est à la fin du séchage, mais avant l'égalisation et le conditionnement, là on était à 6,7%, donc en fait beaucoup trop bas par rapport à l'objectif qui était de 10%, ce qui est donc encourageant parce que ça montre qu'il n'y a aucun problème pour atteindre les taux d'humidité désirés, mais que là c'est trop bas en fait et ça ne sert à rien de descendre si bas si l'objectif est de 10%. Et donc c'est pour ça que cette donnée est ici en orange, puisque ça montre que c'est bien de la corriger. Le gradient de taux d'humidité intermédiaire était inférieur à 1%, donc là on était bon, même à ce stade. Par contre, au niveau des contraintes internes, on était un peu au-dessus de 2%, et donc on pouvait aussi essayer d'améliorer les choses. Et c'est ce qu'on a fait avec l'égalisation et le conditionnement. Après ces 2 étapes, donc ces 2 étapes qui ont visé à améliorer les choses en réaugmentant le taux d'humidité, on est passé à 9,5% de taux d'humidité, avec une étendue de 9 à 10,15. Donc selon la norme utilisée, c'est tout à fait bon. Par contre, le gradient de taux d'humidité à la fin, après l'égalisation et le conditionnement, n'était pas bon. Donc on remarque ici en rouge, toutes les lignes qui sont ici en rouge indiquent un gradient qui est supérieur à 1%. Donc là, ça montre bien que le conditionnement a été assez hétérogène.
Par contre, si on analyse les contraintes internes, là, on est passé à 0,6%, donc on est passé de 2,2% à 0,6%. On a euh, pas mal réussi sur ce coup-là, en fait, puisqu'on on a bien su diminuer les contraintes internes. Et toutes les planches de l'échantillon ont eu un succès au test de la fourchette, donc elles étaient toutes de ce style-là, et aucune ne se touchait. Et ça, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que le conditionnement, il était fonctionnel, il a permis effectivement d'améliorer les choses au niveau des contraintes internes, mais qu'il était améliorable, puisque, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mal géré notre réhumidification, et qu'il y a eu beaucoup trop d'eau sur certaines planches, ce qui fait que la surface a exagérément repris de l'humidité. Pour le prototype 2, maintenant, on est passé d'un taux d'humidité initial de 17% à 10%. Donc ça, c'était avant égalisation et conditionnement aussi. Donc 10%, c'est parfaitement ce qu'on voulait. Le gradient de taux d'humidité intermédiaire était bien inférieur à 1%, comme on peut le voir ici aussi. Et au niveau des contraintes internes, pareil que pour le premier prototype, on avait trop de contraintes internes, 2,3%. Et donc, il fallait essayer d'améliorer les choses avec l'égalisation et le conditionnement. Et à la fin, après ces deux étapes, le taux d'humidité final et l'étendue de taux d'humidité étaient tout à fait dans les fourchettes demandées par la norme. Pour le gradient, aucun problème, les 20 échantillons ont été inférieurs à 1% aussi. Pour les contraintes internes, par contre, même si on a amélioré les choses, on est passé de 2,3% à 1,56%. Bon voilà, ça aurait pu quand même être meilleur. Et donc là, la conclusion, c'est que le conditionnement, il a été trop doux. Et en fait, c'est simplement parce que les gicleurs sont sous-dimensionnés dans ce séchoir. Ce sont les mêmes gicleurs que pour le séchoir 1. Et comme la capacité est beaucoup plus importante, les planches n'ont pas été assez réhumidifiées. Et ça, c'est assez encourageant aussi, puisque, à notre connaissance, un conditionnement et une égalisation, ça n'a jamais été tenté dans un séchoir solaire, puisqu'il faut des conditions qui sont assez contrôlées. Et donc, pour nous, c'était une première. Et en fait, d'habitude, avec un séchoir solaire, ce n'est pas vraiment nécessaire de faire ces deux étapes, puisque comme le séchage est assez doux, puisque le bois sèche pendant la journée, mais la nuit, comme l'humidité augmente dans le séchoir, les contraintes qui vont se développer pendant la journée se relâchent un peu pendant la nuit. Et donc, il y a un peu un relâchement des contraintes qui va s'opérer pendant toute la durée du séchage, toutes les nuits. Mais ici, nos prototypes à nous sont quand même assez bien isolés, et donc même la nuit, la température reste assez importante à l'intérieur, ce qui fait que le relâchement des contraintes ne sait pas assez se faire, et donc c'est bon pour nous de pouvoir quand même faire ces deux étapes à la fin. Pour la comparaison entre les deux séchoirs solaires et le séchoir artificiel, je n'ai pas encore de résultats à vous montrer, étant donné qu'on attend toujours la réparation du séchoir de Benoît. C'est censé être bon peut-être demain ou au maximum lundi. Et donc ça va être un peu limite pour nous pour obtenir le résultat avant la fin du projet, puisque le rapport est à rendre pour le 31 décembre. Donc ça risque d'être tout juste. Et donc là, pour cette comparaison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les plus grandes planches, j'en ai pris 15, je les ai coupées en 3 parties, pour avoir 3 arrivées jumeaux à chaque fois, pour pouvoir en mettre un dans le prototype 1, un dans le prototype 2 et un dans le séchoir artificiel, et donc éviter tous les biais qui seraient liés simplement à la planche elle-même. En conclusion de tout ceci, au début on était parti un peu dans l'idée de comparer les deux prototypes pour savoir lequel était le meilleur. En fait, la bonne question, enfin, il ne faut pas se poser la question de est-ce qu'il vaut mieux avoir le prototype 1 ou le prototype 2. Les deux sont intéressants, ça dépend juste de la situation. Alors, l'amélioration des prototypes est encore possible, mais ils sont déjà tout à fait fonctionnels, comme les résultats ont pu le montrer, et ils sont très satisfaisants. Les résultats sont encourageants, voire très encourageants du point de vue faisabilité. On n'a jamais eu aucun problème pour atteindre les taux d'humidité désirés. Et au niveau de la qualité, c'est aussi bon. À ce stade, l'analyse n'est pas encore totalement aboutie. Ça serait intéressant notamment d'avoir la comparaison avec le séchoir artificiel pour pouvoir vraiment tirer des conclusions finales. D'un point de vue économique, les résultats sont encourageants aussi. Alors l'analyse économique, c'est pas moi qui l'a fait, c'est les porteurs du projet. Eux, leur intérêt est aussi de voir s'il y a un intérêt économique là derrière. Nous, on a montré ici, avec l'université, que c'est faisable, on peut sécher le bois assez rapidement, qu'on peut atteindre le taux d'humidité désiré et qu'on peut obtenir une qualité qui est bonne. Maintenant, il faut voir si c'est intéressant économiquement parlant. Et donc ça, c'est une analyse qu'ils sont en train de faire de leur côté. Je n'ai pas encore les résultats finaux non plus, mais ça semble intéressant aussi. Et pour la suite du projet, ici, sur ces quelques mois, allez, ces 15 mois, disons, on a pu obtenir des résultats qui nous montrent que c'est un bon rêve, mais pour passer du rêve à la réalité, il nous faudrait un financement plus important. Et les porteurs du projet sont en train de voir ça, donc peut-être que dans quelques mois, ce projet va pouvoir continuer avec un nouvel élan, quoi.
Voilà, merci pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.